pour faire tout ça, il faut de l'argent. Beaucoup. Comment vous faites? Quelle est l'aventure de vos levées de fonds? Alors, comme je disais, donc on a fait, donc en toute transparence, on a fait, alors moi à l'époque où j'étais pas là, un précis d'1,5 million, une levée de fonds de 6,5 millions d'euros, donc orchestrée avec des fonds malheureusement pas français, donc un fonds italien et un fonds luxembourgeois. On a eu quelques fonds français qui sont intervenus, mais de manière mineure. Bon, je ne vais pas revenir sur le problème de financement en France. Je crois que le patron de NVIDIA a dit ce qu'il avait à dire sur ce sujet-là et je pense que son avis est définitif. Il a annoncé, donc il était à Vivatech, où j'étais pas, mais j'espère qu'il a dit ça, puisque j'ai vu pas mal de posts, et il disait aux États-Unis, on cherche la bonne raison pour investir, en Europe, vous cherchez les 99 raisons pour ne pas investir. Et c'est à peu près le constat que je fais avec malheureusement les fonds français. Et c'est un peu moins vrai au niveau européen. Et on pourra revenir sur les causes structurelles de tout cela. Donc on est en train effectivement de structurer une nouvelle série. On va élargir encore plus notre tour d'horizon, même si l'ensemble de nos investisseurs remettent au pot. Alors une série, je disais... une levée de fonds, ça ne se célèbre pas. Non, ça ne se célèbre pas parce qu'en fait, c'est un énorme engagement qu'on prend vis-à-vis des investisseurs. On va quand même dépenser de l'argent des gens pour construire quelque chose. Et évidemment, c'est la partie la plus excitante qu'on peut faire au niveau d'une start-up, c'est construire une roadmap produit et évidemment être capable de l'exécuter. Mais par contre, c'est une immense responsabilité qu'on peut avoir. Et évidemment, cette responsabilité, dans certains cas, peut être accompagné de tout un tas de clauses. Donc évidemment, la clause principale à laquelle on pense, c'est l'assurance homme-clé. Mais il faut aussi penser par rapport à l'assurance au niveau de la gestion du chef d'entreprise, puisqu'on gère de l'argent. Et donc même si on est entouré par tout un tas de gens, type les commissaires aux comptes, les experts comptables, etc., qui veillent normalement à ce qu'on exécute complètement bien les choses, il y a tout un tas d'événements hors bilan qui, à un moment ou à un autre, donc qui ne sont pas des événements comptables, qui à un moment ou à un autre peuvent se retourner quand même assez facilement contre le dirigeant, surtout si la roadmap technologique n'est pas très très bien exécutée. Alors nous, on a la chance actuellement d'être plutôt en avance sur notre roadmap technologique, et donc de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup de soucis, mais je connais beaucoup de collègues pour lesquels des retards, entre autres, ont été observés au niveau de leur roadmap technologique. Et donc, évidemment, d'un coup, les investisseurs sont un peu moins friendly et donc regardent un petit peu plus en détail exactement ce qui a été fait au niveau de la gestion de l'entreprise. Et évidemment, là encore, il faut s'en prémunir. Souvent, en plus de ça, c'est vraiment un angle mort. Hein. Moi, quand j'en parle avec beaucoup de confrères, ces types d'assurance, hommes-clés, etc. Alors, les hommes-clés, c'est un peu différent parce que c'est souvent exigé par les investisseurs. Mais par contre, tout ce qui est les autres assurances liées entre autres aux erreurs de gestion, en général, ce n'est pas du tout demandé, ils s'en moquent complètement. Et alors là, c'est un angle mort, personne ne vous alerte, si ce n'est votre assureur, qui vous dit est-ce que vous êtes sûr que vous êtes bien assuré pour cela? Mais des fois, les choses peuvent arriver un peu trop tard. Je rejoins tout ce que tu dis. Et sur la célébration de la levée de fonds, bon, moi je suis un peu moins catégorique que toi. Quand on a fait une belle levée de fonds, on a le droit de célébrer. Mais par contre, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas la fin d'un projet, c'est le début. Ça veut dire que tout commence quand la levée de fonds est réalisée. Et ça peut quelquefois être difficile d'ailleurs de se remettre tout de suite à 200% dans le projet quand on s'est déjà épuisé à aller chercher les fonds. Donc c'est là où je comprends. Il y a un côté baby blues, effectivement. Les due diligence sont tellement importantes qu'en général, on est complètement lessivé après la levée de fonds. On a été passé vraiment à la moulinette. Et donc, effectivement, on peut avoir... il y a beaucoup, d'ailleurs, de start-upers qui ouvrent les comptes bancaires et qui regardent les montants. Moi, j'en suis pas un première levée de fonds, donc j'ai réussi à passer à travers de ça, mais qui regardent le montant et qui sont obsédés par ça, qui, d'ailleurs, font trop de recrutement et se retrouvent à sec beaucoup plus rapidement que prévu. Parce qu'au départ, en fait, effectivement, on voit les millions d'euros sur les comptes et on se dit « Ah, c'est bon, ça va tenir ». Et puis, en fait, ça ne tient pas. Et donc, effectivement, on se retrouve... En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que tu as dit les mots. C'est le début d'un marathon. Donc évidemment, alors moi j'aime bien courir, donc peut-être que ça ne parle pas à beaucoup de gens, mais j'adore courir et donc on s'applaudit quand on démarre. Mais on ne fait pas la fête, quoi. Enfin, je veux dire, on a 42 km devant nous, donc on s'applaudit, on s'encourage, on se dit ok, c'est le début de quelque chose, c'est super. Dans certains cas, même le dossard, on l'a gagné, puisque ce n'était pas gagné qu'on soit justement sur la ligne de départ. Mais voilà, tout commence. Tout commence, exactement.
Et je te rejoins aussi parfaitement sur la responsabilité du dirigeant dans la gestion de l'entreprise. Alors, il n'est pas seul aux manettes. Bien souvent, même les investisseurs peuvent aussi être administrateurs et prendre part à certaines décisions. Mais c'est quand même le dirigeant ou les dirigeants qui ont la responsabilité. Et en fait, beaucoup de gens ignorent que le patrimoine personnel du dirigeant peut être recherché en cas de faute de gestion au titre de sa responsabilité. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous dans la salle qui connaissent des gens à qui c'est arrivé, qui ont... Oui, une personne? Ouais, deux? Ouais, voilà. En fait, personne n'en parle, mais c'est quand même des choses qui arrivent assez souvent. Donc quand vous faites des très grosses levées de fonds, enfin grosses ou pas grosses, mais grosses à votre échelle, avec de fortes ambitions, il ne faut jamais écarter l'hypothèse d'un arrêt du projet qui peut arriver. D'ailleurs, c'est essentiel de savoir arrêter le projet quand le moment arrive où c'est la bonne décision. Et quand cet arrêt survient, eh bien, les gens qui ont mis de l'argent ou les gens à qui vous en devez, eh bien, ils vont aller gratter ce que vous avez fait et pourquoi vous en êtes là. Et les liquidateurs judiciaires dont c'est la responsabilité, ils vont tenter de rechercher la responsabilité des dirigeants dans plus de 30% des cas de liquidation qu'ils traitent. Donc, fort heureusement, ça aboutit pas toujours, mais en tout cas, il faut déjà se défendre. J'ai fait une conférence là-dessus un jour à Halloween, il y a 2 ans, où on m'avait dit qu'il faut faire une conférence qui fait peur pour Halloween. Bon. Donc, on l'avait fait de manière un peu humoristique, mais on racontait l'histoire d'un dirigeant à qui c'est arrivé. Il y avait 50 personnes dans la salle, il y en a 3 ou 4 qui sont venus me voir après en me disant « J'ai encore une dette que je paye tous les mois de la fermeture de mon entreprise en liquidation judiciaire. » Donc, et pourtant, c'est dommage parce que ça s'assure. L'assurance, elle prend intégralement en charge les frais de défense, l'indemnisation des tiers, etc. Ça coûte pas cher et c'est l'entreprise qui paye l'assurance pour ses dirigeants, pour l'ensemble de ses dirigeants de manière non nominative. Et c'est même pas déclaré comme un avantage en nature, etc. Donc vraiment, c'est un sujet, tu as raison, dont les gens parlent peu, sur lequel il y a une maturité qui est assez faible aujourd'hui. Même nous qui en parlons énormément à nos clients, on n'a que 20% de nos clients qui sont assurés en responsabilité des dirigeants, alors qu'on en a 80% qui sont assurés en cyber, par exemple, et 100% en responsabilité civile. Okay. Donc ça, c'est... voilà. Quand vous levez des fonds, les investisseurs peuvent vous le demander. Ils ne vous le demandent pas forcément, mais en tout cas, vous faites-le, vous ne posez pas la question. Et juste pour finir sur la levée de fonds, pardon, l'assurance, elle va aussi rassurer vos investisseurs, donc préparez-le à l'avance. Si vous êtes en seed, vous n'aurez pas forcément la question, mais si vous arrivez déjà en série A, ça peut être des sujets qui regardent dans la due deal. Il faut que vous soyez en mesure de répondre là-dessus, de prouver que... En fait, la logique, c'est de prouver que vous avez une culture du risque et surtout de la maîtrise du risque, et qu'il vous confie les clés d'un engin que vous allez piloter à toute vitesse dans un chemin semé d'embûches, mais ils savent que vous y êtes préparé. C'est ça l'idée. Donc là, on a un livre blanc que j'ai relu ce week-end sur ce sujet de la sécurisation des levées de fonds. On va le sortir d'ici la fin du mois. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez dans notre chat sur notre site dire envoyez-moi le livre blanc et on vous l'enverra dès qu'il sort dans une quinzaine de jours. Le développement international, on en a déjà beaucoup parlé. Est-ce que tu veux redire un mot là-dessus? Oui, alors je voulais juste dire, on a évidemment, en fait, les problèmes commencent dès qu'on commence à l'international, les bons problèmes commencent quand on arrive à l'arrivée internationale, et il faut faire aussi attention à ne pas être trop, j'aurais tendance à dire, américano-centré. Donc c'est juste le commentaire que je voulais faire de manière complémentaire. J'ai parlé du Japon. On est aussi en train actuellement de s'intéresser fortement au Brésil, mais aussi à la Corée du Sud, parce qu'on va bientôt signer un contrat cadre avec un partenaire local, et parce que aussi c'est un pays qui, entre guillemets, modulo quelques adaptations, reconnaît le marquage CE, comme Thaïlande et Singapour, qui sont aussi des pays cibles. Et autant... j'aurais tendance à dire on est un peu américanisé dans notre approche. Donc on a, alors je suis d'accord avec toi, hein, quand on fait partie de Call, etc., en fait, on est de cultures complètement différentes avec les Américains. C'est-à-dire penser qu'en fait, ils sont comme nous, c'est faux. Ils ne sont pas comme nous. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes référentiels. Et donc, il faut s'interdire de penser qu'on a compris comment étaient les États-Unis. Ceci étant, on est tellement acculturé à travers tout un tas de choses qu'en fait, on a quand même un niveau de compréhension de comment ils fonctionnent beaucoup plus simple que quand vous arrivez, par exemple, au Japon, en Corée ou au Brésil. Alors là, vous êtes complètement paumé.
Et il faut faire attention de ne pas se dire je vais traiter ça comme entre guillemets des zones géographiques mineures parce que les volumes de vente sont moins importants, parce que etc. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait que 3 ventes dans un pays qu'on ne va pas être exposé à la mauvaise vente. Donc il faut vraiment réfléchir en termes, en fait les risques, c'est pas une question de volume de chiffre d'affaires. On peut faire des pays dans lesquels on va avoir des très très gros chiffres d'affaires. Nous par exemple la Suisse, où pareil ils reconnaissent le marquage CE, il y a un enregistrement assez simple, etc. On s'est bien protégé, tout va bien, etc. Et on va se retrouver bizarrement dans des pays plus mineurs en termes de chiffre d'affaires, mais où par contre on arrive même à se demander si on aurait dû y aller ou pas. Parce que justement, les risques sont tellement importants dans la balance que, justement... Et donc, j'en reviens à mon Chief Risk Officer. Je pense que c'est vraiment... nous, on y pense énormément en interne. Moi, je pense qu'on va peut-être arrêter le Quara, le machin, etc. On va mettre un risk management et on va arrêter les RH et on va mettre un cognitive management. Puisqu'avec l'arrivée de l'IA générative, c'est pareil, c'est quand même des enjeux extrêmement forts qui vont bousculer pas mal d'organisations. Et donc, on doit plus penser en quelque sorte en termes de risque et pas trop s'adapter en quelque sorte à des contingences locales ou même globales. Enfin, en gros, il ne faut pas structurer toujours son entreprise par rapport à des externalités. On a beaucoup créé des directions financières. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des comptables, des commissaires aux comptes, etc. Et donc, malheureusement, ça leur interdit de voir tout un tas d'autres choses, et en particulier le juridique. On a créé des Quara Managers. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des régulations de la qualité, etc. Et on leur a enlevé tout un tas aussi de leur périmètre des choses qui relèvent du risque. Et donc, je pense qu'il est grand temps aussi pour pas mal d'entreprises, au titre justement d'une internationalisation qui permet de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de réfléchir à quelles sont les grandes responsabilités au sein de l'organisation pour structurer justement un développement, on va dire, serein, et s'assurer que justement on n'est pas rattrapé par tous ces problèmes-là. Je ne sais pas trop quoi rajouter parce que ce que tu dis est très pertinent et intéressant. Sur la partie internationale, faites attention aux idées reçues peut-être. Rentrer en Amérique du Nord par la porte du Québec, c'est une stratégie qui peut avoir tout à fait du sens. Mais les Québécois, ce n'est pas des Français qui parlent avec un accent. C'est des Américains qui parlent français. Donc leur culture, c'est la culture américaine. Donc c'est les mêmes points de vigilance que si vous alliez directement vous immatriculer dans le Delaware. Quand vous allez au Brésil, c'est un pays ultra protectionniste, donc vous avez des risques réglementaires nouveaux que vous allez découvrir qui pèsent sur vous, qui sont des risques qui sont très axés fiscalité, mais qui sont très lourds et avec des conséquences qui peuvent être extrêmement lourdes. Quand vous allez en Suisse, moi j'habite à Lyon, donc la Suisse, je peux y aller le week-end pour skier, mais sauf que c'est pas l'Europe. Donc quand vous y allez, vous avez d'autres contraintes, vous avez besoin d'avoir un mandataire en Suisse pour les aspects réglementaires, vous allez avoir aussi des cultures de protectionnisme qui font que vous allez devoir mettre en place des choses locales pour payer de la taxe dans le pays, etc. Donc voilà un petit peu ce que je dirais sur l'international, mais surtout, je te rejoins tout à fait de structurer son entreprise en fonction de sa stratégie et de sa trajectoire et pas en fonction d'externalités. On accompagne les entreprises technologiques, vous avez bien compris, je ne vais pas vous faire tout un laïus là-dessus. On a un petit stand, on est 3 personnes, voilà les photos pour les repérer, n'hésitez pas à venir les voir. Regardez, on a plein de ressources sur notre site qui décrivent tout ce qu'on vient de partager. Vous pouvez télécharger et vous pouvez demander de recevoir notre livre blanc sur la sécurisation des levées de fonds si ça vous intéresse. Merci beaucoup Bruno pour ta participation qui était passionnante. Je ne l'ai pas reprécisé, mais on travaille depuis quelques temps ensemble avec Bruno parce que quand Bruno a rejoint Predisurge, on était déjà l'assureur de Predisurge, mais on avait aussi été l'assureur de Bruno dans une précédente aventure du monde de la medtech. Donc toutes ces aventures, on les a beaucoup vécues ensemble et c'est important de pouvoir les partager. Je pense qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un retour concret d'expérience. Donc merci encore pour ta disponibilité. Merci.